Mesdames, messieurs, je suis très heureux de vous retrouver, je crois pour la 5e année consécutive. Ici, j'ai été sollicité par le Cercle du Limousin et de la Marche. Alors, pour ceux qui me connaissent déjà, je reconnais des visages, je suis très heureux de vous voir, vous voir et vous revoir. Et pour les autres, je me présente en quelques mots. Donc, je m'appelle Laurent Saccaro, je suis président du Cercle légitimiste des deux Bourgognes. Oui, parce qu'il y en a deux. Il y a le duché et le comté de Bourgogne. Donc, le comté, c'est la Franche-Comté. Voilà, donc je viens des environs de Chalon-sur-Saône à la demande de Monsieur Goès pour vous parler aujourd'hui de Clovis. Alors une dame tout à l'heure, je crois que c'est vous madame qui disiez il y a un instant, vous ne saviez pas grand-chose jusqu'à maintenant sur Clovis. Eh bien nous sommes deux en substance, puisque j'avais aussi, peut-être comme la plupart d'entre vous, simplement quelques notions, évidemment quelques épisodes historiques, le vase de Soissons, puis bien sûr des épisodes un petit peu plus glorieux, si je puis dire, comme le baptême de Clovis, la Sainte-Ampoule, ce genre de choses. Mais la vie du personnage, et puis même si on peut dire sa deuxième vie, après sa mort, comment a-t-il été considéré finalement par la postérité? Eh bien, c'est tout ça, donc c'est tous ces aspects dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc Clovis est né vers l'an 466 de notre ère et il est mort à Paris. Là, on a une date précise, c'est le 27 novembre 511. Il a été roi des Francs saliens, tout d'abord, puis roi de tous les Francs, de 481 à 511. Alors, le règne de Clovis est l'un des règnes les moins bien documentés pour la dynastie mérovingienne. On n'a pas beaucoup de documents Voilà, vous m'entendez mieux, pardon. On n'a pas beaucoup de documents qui lui sont contemporains, juste une dizaine de lettres qui ont été en plus recopiées beaucoup plus tard, à l'époque de Charlemagne. Et l'essentiel de ce qu'on sait, en fait, de Clovis, c'est tout simplement par les écrits de Grégoire de Tours. Voilà. Mais la situation politique de l'époque de Clovis, elle nous est connue quand même par trois documents, trois chroniques, qui sont à peu près de son époque, donc du milieu du 5e siècle, la chronique d'Idas, la Chronica Gallica, écrite en 452, et la chronique de Marius, évêque d'Avenches en Suisse. Et il y a aussi, on trouve des renseignements sur Clovis chez un chroniqueur qui s'appelle Frédéguerre, mais qui a écrit beaucoup plus tard, un siècle encore après Grégoire de Tours, donc c'est-à-dire presque 200 ans après l'existence de Clovis. Alors, quand Clovis naît, on est dans un contexte politique bien particulier, c'est-à-dire la fin de l'Empire romain d'Occident et l'établissement durable dans le territoire de ce qui est encore la Gaule, l'établissement durable de royaumes barbares. Donc ces peuples barbares se sont installés en Gaule et ont obtenu en quelque sorte une reconnaissance par l'Empire romain. Voilà. L'Empire romain considère ces peuples comme fédérés, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent le pouvoir suprême de l'empereur romain d'Occident, mais comme l'Empire romain d'Occident est en train de disparaître, que le pouvoir de l'empereur qui se trouve à Rome s'affaiblit, eh bien ces peuples barbares vont devenir de plus en plus indépendants et jusqu'à ériger des royaumes indépendants. Des royaumes indépendants et en conflit les uns avec les autres. L'un cherche toujours à s'étendre sur le territoire de l'autre. Et cette pratique résume à peu près, une bonne partie en tout cas, de l'action politique, purement politique de Clovis.
Et Clovis, au moment de sa naissance, en fait, les Francs occupent simplement la partie nord de la Gaule, c'est-à-dire ce qui correspond à peu près aujourd'hui au nord de la France, plus une bonne partie de la Belgique, de l'actuel royaume de Belgique. Dans une grande moitié sud-ouest de la France, presque comprise, un très très grand quart sud-ouest plus le massif central, on trouve les Visigoths. Et un peu plus à l'est, sur le territoire de l'actuelle Franche-Comté, l'actuelle Savoie, on trouve les Burgondes. Et enfin, dans la péninsule armoricaine, les Bretons, qui sont en fait qui ont fui l'île de Bretagne, l'actuelle Grande-Bretagne, pour venir s'installer en Armorique, vers le milieu du 5e siècle. Alors ces Francs, qui sont-ils? Eh bien, ce sont en fait c'est une sorte de regroupement, une sorte de ligue de différents peuples originaires de Germanie. Et ils sont, c'est un point important, ils sont restés païens. Ce sont des païens, ils ne sont pas encore chrétiens, contrairement même aux Visigoths. Les Visigoths sont des chrétiens, mais ce sont des chrétiens hérétiques, ce sont des ariens. Voilà. Voilà. Et les Visigoths, mais également les Burgondes, les Ostrogoths en Italie, etc., sont en général tous des païens. Le nom de Clovis, d'où vient-il? Alors, en tant que tel, c'est une traduction, on va dire, j'allais dire une invention, c'est un peu fort, c'est une traduction récente. C'est-à-dire que la seule forme contemporaine du nom de Clovis qu'on trouve dans les textes, c'est le mot latin Clodovecus, qui est lui-même probablement en fait une traduction du mot franc Clodovig. Voilà. Et donc de Clodovig, on est passé à Clodovecus et on a traduit en français Clovis. Clodovig, ça signifie, si on le traduit à partir donc du francique, qui était la langue de Clovis, ça signifie à peu près illustre dans la bataille ou combat de gloire. Donc c'est un nom lié déjà à la gloire et une gloire militaire. Voilà. Alors Clovis, c'est le fils d'un roi qui s'appelle Childéric Ier, qui est roi des Francs saliens de Tournai, donc en Belgique, et de son épouse qui s'appelait Basine de Thuringe. Voilà. Clovis est né donc à une date qui n'est pas connue avec précision, mais on pense qu'il est né à peu près vers l'an 466. Pourquoi? Tout simplement par déduction mathématique. Son père meurt vers l'an 481 et Clovis a 15 ans. Donc voilà, il est né probablement vers l'an 466. Alors il a une éducation qui est une forme d'éducation qu'on va retrouver jusque très tard dans la France d'Ancien Régime, c'est-à-dire que de 0 à 6 ans, il est élevé par les femmes, et vers l'âge de 6 ou 7 ans, il passe aux mains des hommes. Et notamment, son père prend en charge son éducation à ce moment-là, et c'est une instruction qui est basée sur la guerre, et sur toutes les activités qui sont liées à la guerre. C'est-à-dire que Clovis pratique des activités sportives et surtout l'équitation et la chasse. Voilà. Et comme je vous l'ai dit, il parlait une langue qu'on appelle le francique, qui est issu d'un dialecte germain. Et comme il devait succéder à son père à la tête d'une province romaine, officiellement, on pense qu'il a vraisemblablement appris le latin. Mais on ne sait pas s'il savait seulement lire et écrire. Ça, on n'a pas de témoignage là-dessus. Comme je vous le disais tout à l'heure, en fait, son père, Childéric Ier, meurt en 481 ou 482. Et donc, son fils Clovis lui succède, et il hérite d'un royaume qui correspond à l'ancienne province romaine de Belgique seconde, c'est-à-dire à peu près aujourd'hui l'actuelle région de Tournai en Belgique.
Clovis n'a que 15 ans et on pense que il a succédé assez naturellement à son père, et notamment avec l'accord de l'Empire romain. C'est un point qui a été très longtemps discuté. Il y aurait eu peut-être une mauvaise traduction à l'époque de Charlemagne d'une lettre disant qu'il aurait succédé à son père après avoir gagné des batailles, après avoir mené une guerre. On n'en est pas tout à fait sûr aujourd'hui, et on pense plutôt donc qu'il a succédé de manière assez tranquille à son père. Ce qui, comme je vous le disais aussi en introduction de cette conférence, Clovis a en fait mené énormément de campagnes militaires, et toujours dans un seul but, pour agrandir son territoire. Il avait un royaume qui était relativement petit au départ, et au moment de sa mort, en fait, il règne sur quasiment la totalité du territoire français actuel, à l'exception du Languedoc et de la Provence et de la Bretagne également. Plus une partie de l'actuelle Belgique, Luxembourg, Hollande, et même un petit morceau d'Allemagne jusqu'aux rives du Rhin. Alors comment a-t-il réussi donc à multiplier son royaume par peut-être 10 ou quelque chose comme ça, à acquérir un immense territoire? Eh bien, on pense qu'il avait bien sûr des qualités personnelles en tant que chef militaire, mais il avait aussi l'expérience romaine de la guerre. C'est-à-dire qu'il connaissait la pratique des Romains, les pratiques militaires romaines, et notamment l'épisode du vase de Soissons témoigne de cette connaissance, de cette mise en œuvre de ces pratiques romaines, ce souci de la discipline. Puisque si vous vous rappelez de cet épisode, le soldat qui conteste le partage, finalement est tué au moment d'un défilé. Les Romains, et Clovis lui reproche de mal entretenir ses armes. Donc ce souci de la discipline militaire, qui est raconté dans l'épisode du vase de Soissons, à partir d'un épisode comme ça ponctuel, il y a certainement donc une vérité générale derrière. Et ce qui va aussi favoriser finalement la destinée de Clovis, c'est bien sûr sa conversion au christianisme. Et au christianisme, je devrais plutôt dire au catholicisme, pour être plus précis. Et à travers cette conversion, Clovis en fait a emporté l'adhésion des élites gallo-romaines, qui étaient justement précisément catholiques. Et aujourd'hui, donc, on interprète le règne de Clovis d'une certaine façon comme en continuité avec ce qui se faisait justement dans cette période de la fin de l'Empire romain. Mais il y a une continuité sur certains aspects, et la grande nouveauté, c'est quand même ce qu'il faut d'ailleurs retenir essentiellement du règne de Clovis, c'est, pour résumer l'idée en une formule, c'est l'alliance du trône et de l'autel. Voilà. Ça, c'est tout à fait nouveau et tout à fait original. Et c'est ce qui va favoriser, d'ailleurs, c'est ce qui va asseoir la légitimité politique également de Clovis auprès des élites gallo-romaines. Comment a-t-on arrivé justement à cette conversion? Alors, il semble que c'était un chemin relativement long, et avec des... Alors, je n'ai pas la prétention de sonder les reins et les cœurs. Donc, je ne connais pas, et personne ne peut connaître la conscience de Clovis. Et son confesseur, s'il en a eu un, j'imagine que oui, n'a pas laissé, n'a pas trahi le secret de la confession en laissant des notes. Simplement, il y a une part, bien sûr, d'éléments, on va dire, naturels. C'est ces éléments, on va dire, strictement politiques qu'ont tendance à retenir, d'ailleurs, les historiens universitaires aujourd'hui. Nous avons une petite note, je dirais, peut-être sans doute une meilleure vision des choses, avec aussi un éclairage un peu plus surnaturel. Mais cette conversion de Clovis, en fait, c'est
c'est la rencontre, on peut dire, de Clovis et d'un autre personnage qui est Saint-Rémy, l'évêque de Reims. Et on interprète en tout cas comme ça aujourd'hui que Saint-Rémy cherchait, au moment où Clovis devient roi, donc vers l'an 482-483, Saint-Rémy cherchait la protection probablement d'une autorité forte, une autorité politique justement, pour son peuple, pour le peuple de son diocèse. Et on sait notamment qu'il a écrit à Clovis justement dès son avènement. Dès que Clovis est devenu roi des Francs saliens, eh bien Saint-Rémy lui a écrit. Donc les contacts ont commencé à ce moment-là, et ils ont sans doute été nombreux et réguliers. Et Saint-Rémy a commencé par inciter Clovis à protéger les chrétiens présents sur son territoire. Et comme Saint-Rémy avait certainement, Dieu aidant, une forte personnalité, cette forte personnalité ecclésiastique a rencontré la forte personnalité politique qu'était Clovis, et les deux personnages se sont très probablement bien entendus. Voilà. C'était donc la base, on va dire, donc une conversion qui était sans doute déjà qui a pris son essor, certainement dès que Clovis est devenu roi. S'il vous plaît. Oui. Si c'est possible. Est-ce que Saint-Rémy n'a pas favorisé son mariage avec une femme qui était chrétienne? Pas dans l'immédiat. Ah, pas dans l'immédiat. Donc, comme je vous le disais, Clovis a toute sa vie cherché à agrandir le territoire de son royaume. Et, si je puis dire, par tous les moyens, puisqu'il n'a pas hésité, d'après Grégoire de Tours, il n'a pas hésité à éliminer tous les obstacles, y compris physiquement, quand l'obstacle était une personne. Donc Clovis a fait assassiner beaucoup de chefs des Francs saliens, des Francs rhénans, qui étaient ses voisins, certains de ses anciens compagnons et même certains membres de sa famille. Voilà. Au moins une dizaine de rois et de princes. Voilà. Mais voilà, ça c'est un élément qui est un petit peu particulier, on va dire, et qui peut choquer en tout cas notre regard contemporain. Il faut simplement, en tout cas dans un premier temps, le voir comme une pratique politique qui était certainement relativement commune dans les peuples païens, puisque Clovis à ce moment-là est encore un païen, ne l'oublions pas. Voilà, c'est quelque chose qui n'était sans doute pas aussi choquant pour les esprits de l'époque mérovingienne. En fait, monsieur parlait de mariage, justement j'y viens, et peu d'années après son accession au trône, Clovis justement va choisir de renforcer ses positions en contractant un mariage. Mais il épouse dans un premier temps une princesse du royaume des Francs rhénans, donc en actuelle Allemagne. On ne connaît pas apparemment le nom de cette princesse, mais on sait qu'ils ont eu ensemble un fils, qui s'appelait Thierry. Et ça, c'était donc probablement avant l'an 486. Et à partir de 486, Clovis a commencé donc à faire des alliances, notamment par ce mariage, pour être, si je puis dire, tranquille vers le nord, et il commence à chercher à s'agrandir vers le sud. Et alors le sud, ne voyons pas déjà les rivages de l'Atlantique. Le sud, dans un premier temps, pour Clovis, c'est Soissons. Voilà. C'est Soissons, Senlis, Beauvais, Paris. Et Soissons est une ville à ce moment-là particulièrement importante et qui est dirigée par un personnage qui s'appelle Syagrius, et qui était probablement un gallo-romain. Et la victoire de Soissons va permettre à Clovis justement de remplacer Syagrius, d'annexer son domaine et de contrôler tout le nord de la Gaule, donc cette fois jusqu'à la région parisienne. Et c'est à ce moment-là, c'est à l'issue de cette bataille de Soissons, donc qu'a lieu le fameux épisode du vase de Soissons.
que je pense vous connaissez tous et donc sur lequel je ne m'étends pas. En tout cas, l'historicité de cet événement du vase de Soissons, elle n'est pas forcément fantaisiste. C'est un épisode qui a pu avoir réellement lieu, et notamment le testament de Saint-Rémy fait mention d'un vase en argent qui avait été donné par Clovis. Voilà. Mais ce vase, donc peut-être de Soissons, il a été fondu et on en a fait un encensoir et un calice. Voilà, toujours d'après le testament de Saint-Rémy. Au début des années 490, Clovis va s'allier avec Théodoric, qui est le roi des Ostrogoths, et littéralement, et qui est en train de devenir le maître de l'Italie. Voilà. Et d'ailleurs, Théodoric va épouser dans ces années-là, en 492, une sœur de Clovis. Donc à chaque fois, on est dans cette ancienne logique des alliances politiques qui sont scellées par des mariages. Voilà, des mariages diplomatiques, si on peut dire. Et ce mariage va durer relativement peu de temps, puisque vers 493, Clovis abandonne sa première épouse pour Clotilde, Sainte Clotilde, la nièce du roi des Burgondes, Gondebaud. Voilà. Et donc ce roi des Burgondes régnait sur un territoire qui correspond à peu près aujourd'hui à la Savoie et au Dauphiné. Voilà. Le mariage entre Clovis et Clotilde a lieu à Soissons en 492 ou 493 et il concrétise donc une alliance stratégique. C'est un pacte de non-agression entre les Francs de Clovis et les Burgondes du roi Gondebaud. Et ce mariage, il est décrit par les historiens actuels comme hypergamique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que c'est un mariage qui, pour Clovis, est une ascension sociale. Voilà, ça permet, par ce mariage, étant donné le prestige de la famille de Sainte Clotilde, c'est un mariage qui permet à Clovis et aux Francs d'être considérés comme des puissances au niveau européen, si on peut dire, pour l'époque. Et là, ce mariage, il marque aussi la seconde étape de la conversion de Clovis. Parce que c'est Grégoire de Tours, hein, toujours selon lui, Clotilde a tout fait pour convaincre son époux de se convertir au christianisme, mais Clovis est réticent. Parce que dans sa conception païenne, il était impensable que le Christ, étant Dieu, se laisse crucifier, se laisse mettre à mort par des humains. Ça ne pouvait pas rentrer dans sa conception des choses, au moins à ce moment-là. Et puis, il ne faut pas oublier que le peuple de Clovis, son peuple primitif, son royaume primitif, est encore peuplé de païens. Donc Clovis peut craindre aussi, politiquement, de perdre le soutien de sa nation, si on peut dire. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, les Germains, les peuples germains vont plus facilement se convertir à l'hérésie arienne. Pourquoi? Parce que comme les Ariens, en fait, nient la double nature du Christ, pour eux, le Christ ne peut pas être à la fois divin et humain, eh bien, pour eux, en quelque sorte, dans la conception arienne, ça a une conséquence très pragmatique, c'est que le roi est chef de l'Église. C'est presque déjà, d'ailleurs, de ce point de vue-là, les théories protestantes, quasiment un millénaire plus tard. Et pour les peuplades originaires de Germanie, donc le fait d'avoir un roi qui soit en même temps chef religieux, eh bien, c'est une continuité avec leur conception païenne. Ça les choque moins que d'avoir un roi catholique qui devra se soumettre au pouvoir de la hiérarchie ecclésiastique. Donc il y a des réticences, des sortes de scrupules, si on peut dire, mais Clovis aussi a politiquement, en tout cas, besoin du soutien du clergé catholique et gallo-romain.
pour tout simplement une raison aussi pragmatique, c'est qu'à cette époque-là, il n'y a plus, sur l'actuel territoire de France, il n'y a plus quasiment d'État. Le pouvoir en fait civil est passé dans la pratique aux évêques et dans les villes. Donc les évêques, par la force des choses, sont aussi des sortes de préfets, si on peut dire, avec des guillemets, et des représentants aussi de la population des villes principales de Gaule. Donc ça a aussi une importance de ce point de vue-là. Et en 496, alors, a lieu la bataille de Tolbiac. Alors les historiens ne sont pas tous d'accord, certains pensent qu'il y a eu 2 batailles différentes, mais on peut retenir en tout cas, au moins de manière conventionnelle, la date de 496 pour cette bataille de Tolbiac. Le lieu s'appelle aujourd'hui Sulpich et ça se trouve à côté de Cologne, en Allemagne. Et en fait, à Tolbiac, Clovis va, avec son armée, va battre le peuple des Alamans. Voilà. Et notamment, il va tuer en combat singulier le roi des Alamans lors de cette bataille de Tolbiac. Et ça va lui permettre aussi de conquérir définitivement les territoires qui se trouvent à ce moment-là. Et donc, notamment, Grégoire de Tours, dans sa chronique, raconte qu'au cœur de la bataille, voilà, alors que Clovis est encerclé et va être pris par les Alamans, le chef des Alamans est tué d'une flèche ou d'un coup de hache, ce qui met son armée en déroute. La victoire est à Clovis, et comme il avait invoqué le dieu des chrétiens, justement, le dieu de Clotilde, eh bien, cette victoire est attribuée à ce vœu, finalement, de Clovis. Et il va très certainement, cet événement, précipiter donc sa conversion. Cette conversion, ce baptême de Clovis, alors on n'a pas beaucoup de témoignages de l'époque, vraiment des témoignages strictement historiques, et la date même de la cérémonie est discutée par les historiens. En fait, en dehors du récit de Grégoire de Tours, on a une lettre de l'évêque Avis de Vienne, qui est adressé à Clovis, mais apparemment cet évêque n'aurait pas assisté à la cérémonie, mais il en parle de ce baptême de Clovis. Et une autre lettre aussi en parle, là 50 ans après la mort de Clovis, par un autre évêque, un évêque de Trèves, qui écrit à la petite fille de Clovis dans le but, pour inciter cette petite fille de Clovis qui s'appelle Clodosvinte. Et cet évêque de Trèves donc écrit à Clodosvinte pour qu'elle convertisse son époux. Et en quelque sorte, il fait appel donc au souvenir des grands-parents de Clovis et lui dit, comme votre grand-mère Clotilde a aidé à la conversion de son époux, ben vous aussi faites le nécessaire pour que votre mari se convertisse. Voilà. En tout cas, ce baptême de Clovis a eu lieu à la vigile de Noël, 24 décembre, donc, d'une année comprise, selon les historiens contemporains, entre 496 et 511. Voilà, on peut retenir, 511, ça ne peut pas être plus tard, parce que Clovis était mort. Mais c'est donc forcément avant, mais on peut retenir en tout cas 496. Faute d'une autre date, d'une preuve décisive pour cette date. On parle de la bataille de Vouillers en 507. Je vais y venir. Et donc, lors du baptême de Clovis, comme vous le savez certainement, eh bien, le roi Clovis est baptisé avec, en même temps que 3000 de ses guerriers. Voilà. Et aussi, Grégoire de Tours mentionne que 2 des sœurs de Clovis ont été baptisées par la même occasion. Et ce baptême de Clovis, ce qui est remarquable, c'est qu'il a été, de manière très ancienne dans l'histoire de la monarchie française, été considéré presque toujours comme un événement fondateur. Et c'est certainement à cause de ce baptême, de cet événement fondateur, que tous les rois de France, depuis Henri Ier, qui a été roi des Francs de 1031 à 1060, jusqu'à Charles X, à part quelques exceptions, tous les rois de France, vous le savez, ont été sacrés à la cathédrale de Reims. Voilà.
Il y a avec toujours l'idée donc d'établir une continuité avec cet événement fondateur qui est le baptême de Clovis. Ce qui n'est pas le cas d'Henri IV. Non, ni Henri IV, ni Louis VI le Gros, ni Louis XVIII, qui n'a pas été sacré. Ah, Louis VI le Gros non plus. Non, en tout cas pas. Henri IV a été sacré à Chartres, et Louis VI le Gros, je vous avoue que je ne sais pas où il a été sacré. Ah, ça m'intéresse. Voilà. Parce que je crois qu'il a inventé la commune, je crois. Ça s'est développé en tout cas à partir de son règne, ça c'est sûr. Le baptême de Clovis, donc, en tout cas, a eu au-delà de l'aspect strictement religieux, il a une importance politique majeure, c'est-à-dire que il va permettre en fait à la population gallo-romaine, qui est de plus en plus importante dans les territoires que Clovis contrôle, il va permettre à cette population de pouvoir reconnaître Clovis, justement comme roi légitime, et notamment légitime d'un point de vue religieux. Et Clovis, notamment, par rapport à son attitude vis-à-vis de l'Église, il va être particulièrement généreux. Alors la générosité était déjà considérée comme une vertu chez les rois païens des peuples germains, mais christianiser, cette vertu ne va pas faiblir, puisque beaucoup de vies de saints vont mentionner justement des dons de terre, des dons d'argent ou des constructions d'églises faites, ordonnées en tout cas par Clovis. Voilà, il y a par exemple, on trouve ce genre de mention dans la vie de Saint Germier, évêque de Toulouse, de Saint Perpet, évêque d'Auch, de Saint-Éleuthère, évêque de Tournai, et il y en a encore beaucoup d'autres. Et du point de vue religieux, en juillet 511, Clovis le point d'orgue, on peut dire, de ses rapports avec l'Église, ça va être la réunion d'un concile à Orléans. Voilà, en juillet 511, le concile rassemble 32 évêques et est présidé par l'évêque métropolitain Cyprien de Bordeaux. Et la moitié de ces 32 évêques viennent du royaume des Francs, justement, donc du royaume de Clovis. Et Clovis, dans les textes issus de ce concile, est désigné comme Rex Gloriosissimus, donc roi très glorieux, fils de la Sainte Église catholique. Voilà. C'est la première mention, justement, dans un texte officiel d'un roi des Francs, comme pas encore fils aîné de l'Église, mais déjà fils de l'Église. Ce concile d'Orléans, il a été justement très important aussi dans l'établissement des relations entre le roi et l'Église. Et Clovis ne se pose justement pas comme chef de l'Église, il ne se considère pas comme supérieur aux évêques. Au contraire, il n'intervient pas dans les décisions des évêques, même si il coopère, et même si c'est lui qui a convoqué ce concile. Par contre, Clovis a une part active dans le déroulement de ce concile. On sait qu'il a posé des questions, par exemple, et c'est lui qui a promulgué les canons du concile. Et ce concile, justement, convoqué par Clovis, visait à remettre de l'ordre dans l'épiscopat du royaume des Francs, à faciliter la conversion et l'assimilation des Francs et des Ariens, également à partager les tâches entre administration et Église et à restaurer les liens avec la papauté. Le roi, notamment par les canons de ce concile, se voit attribuer le droit de désigner les évêques. Ça, c'est la première fois. Et ça va se perpétuer finalement jusqu'en 1790, jusqu'à la constitution civile du clergé. Voilà. Les différents concordats, notamment le dernier, le concordat de Bologne en 1516, reconnaît aussi au roi de France le droit de désigner les évêques. Voilà, les canons de ce concile traitent de différentes choses, notamment on rappelle la nécessité pour les clercs d'être chastes et la subordination des abbés aux évêques. Et on règle toutes sortes de questions aussi, comme le droit d'asile.
Voilà, le fait que quelqu'un qui est poursuivi ait le droit de se réfugier dans une église sans être davantage inquiété, c'est aussi quelque chose qui est réglé par ce concile d'Orléans. Et les terres royales accordées à l'église, donc les dons que Clovis a fait aux différents évêques, ces terres eh bien, se voient exemptées d'impôts pour que l'église prenne à sa charge l'entretien des clercs, des pauvres et des prisonniers. Voilà. Pendant toutes ces années, Clovis continue d'étendre son royaume vers le sud, et notamment avec l'appui de l'empereur romain d'Orient, Clovis va s'attaquer aux Visigoths. Donc ces Visigoths ce sont le peuple, c'est ce peuple barbare qui occupe le grand quart sud-ouest de notre pays, plus le massif central. Et au printemps 507, donc, les Francs vont lancer leur offensive vers le sud, franchissent la Loire, pendant que leurs alliés burgondes attaquent à l'est, c'est-à-dire du côté donc, du massif central. Et les Francs vont affronter l'armée du roi wisigoth Alaric II dans une plaine proche de Poitiers, à Vouillers. Voilà, on y arrive. Voilà. Les Visigoths vont se replier après la mort de leur roi, Alaric II, qui a été tué par Clovis lui-même en combat singulier. Et Clovis va tout simplement annexer tous les territoires des Visigoths. Et donc, son royaume commence maintenant presque en Hollande actuelle, et pour se terminer aux Pyrénées. Et ensuite, après cette victoire, justement en 508, Clovis va recevoir de l'empereur d'Orient, de Constantinople, Anastase Ier, le consulat honoraire avec les ornements consulaires, ce qui lui permet de célébrer dans la ville de Tours un triomphe à la mode antique. On se raccroche encore au souvenir, si vous voulez, de l'Empire romain par le biais de Constantinople, qui est le seul empire encore existant à ce moment-là. Et ce qui prouve aussi que Clovis se considère comme dépendant justement toujours de l'Empire romain, même si c'est maintenant l'Empire romain d'Orient. Et pendant les 2 années qui précèdent sa mort, Clovis va continuer à agrandir son territoire, cette fois un peu plus vers le nord, et va continuer à éliminer ses rivaux. Et donc, au moment où il décède, il est le maître d'un royaume unique qui correspond à une portion occidentale de l'ancien empire romain, allant de la moyenne vallée du Rhin, dans les environs de Coblence, de Cologne, jusqu'aux Pyrénées, comme je vous disais, sans l'actuelle Grande-Bretagne, ni les régions méditerranéennes, ni les vallées du Rhône et de la Saône, qui restent burgondes. Et quelques années avant sa mort, bien Clovis va décider de transférer sa capitale. Alors, au départ, elle était à Tournai, ensuite elle était à Soissons, et en 508, il s'établit à Paris. Et Paris, s'appelait jusqu'alors Lutèce et devient Paris, donc en référence à l'ancien peuple gaulois des Parisii. Pourquoi Clovis change de capitale? C'est sans doute pour des raisons stratégiques, parce que la ville n'a pas une importance énorme à ce moment-là, mais elle est très bien placée stratégiquement, justement. La ville de Paris est beaucoup plus petite, évidemment, qu'elle ne l'est actuellement. À l'époque, elle ne correspond quasiment qu'à l'île de la Cité. Clovis ne va pas y apporter beaucoup de changements. On conserve le patrimoine immobilier de l'Antiquité. Simplement, la seule différence, c'est que de nouveaux édifices religieux vont apparaître. Clovis va être aussi un constructeur d'églises à Paris, où va plutôt commencer les chantiers, puisqu'il meurt, donc Paris devient capitale en 508, et Clovis meurt en 511. Voilà. Et il meurt donc à l'âge de 45 ans, le 27 novembre 511. Et on présume qu'il est décédé d'une affection aiguë au bout de 3 semaines. Selon la tradition, donc, il aurait été inhumé dans la basilique des Saints Apôtres, Pierre et Paul, qui a été la future église Sainte-Geneviève. Et il avait fait construire sur le tombeau même de Sainte-Geneviève, et ça se trouve aujourd'hui à l'emplacement de la rue Clovis, donc la rue qui sépare l'église Saint-Étienne-du-Mont du lycée Henri IV.
Clovis a été inhumé dans un mausolée construit exprès à la manière de la sépulture qu'avait accueilli l'empereur Constantin à Constantinople. Toujours, là encore, une référence à l'Empire romain comme modèle. Et on pense que les sarcophages de Clovis et de Sainte Clotilde ensuite avaient été probablement posés sur le sol, n'avaient pas été enfouis. Et donc on ne sait pas en fait ce qu'ils sont devenus. Il est possible qu'ils aient été enfouis à un moment où on a agrandi l'église, un peu plus tard, ou même qu'ils aient été détruits lors des invasions normandes de 845, 850 et 885. Donc vous voyez, déjà plusieurs siècles après la mort de Clovis. En tout cas, d'après les textes, en 1177, donc au XIIe siècle, se trouvait un tombeau de Clovis au milieu du chœur de cette église Sainte-Geneviève. Et au XIIIe siècle, à l'emplacement de ce tombeau, on a installé un gisant. Et ce gisant, c'est celui que vous pouvez voir aujourd'hui à la basilique Saint-Denis. Voilà. Il a été transféré, ce gisant, en 1816 à Saint-Denis. Et auparavant, au XVIIe siècle, le tombeau de Clovis avait été placé dans un grand ensemble baroque en marbre, voilà, par le cardinal, construit à la demande du cardinal abbé de la Rochefoucauld. Donc en 1628, on est déjà plus de 1000 ans après la mort de Clovis, et on le considère encore, vous voyez, comme un personnage de grande importance. Alors quand Clovis meurt, il a plusieurs enfants, donc avec sa première épouse anonyme, qui était donc une princesse franque rhénane, Clovis a eu Thierry Ier, donc qui est né vers l'an 485 et qui est mort en 534, qui a été roi de Reims de 511 à 534 et co-roi d'Orléans. Il y a des royaumes en copropriété, si je puis dire. Et avec Sainte Clotilde, il a eu un Gomère, qui est mort en 494 dans sa robe de baptême. C'est ce qui a aussi retardé la conversion de Clovis. La mort de cet enfant en bas âge, apparemment, l'avait beaucoup affecté et lui avait donné des doutes par rapport aux vérités de la foi. Ensuite, il y a eu Clodomir, 495-524, qui était roi d'Orléans. Childebert, Ier, roi de Paris, 497-558. Clotaire Ier, 498-561. Et une fille qui s'appelait Clotilde, qui avait épousé un roi des Visigoths. Et selon Grégoire de Tours, donc le partage du royaume de Clovis a lieu en présence des grands du royaume et de Sainte Clotilde. Et ce partage est établi selon le droit privé que Clovis avait fait inscrire dans la loi salique en 511, donc peu avant de mourir. Puisque on est loin encore des lois fondamentales du royaume de France, on considère à l'époque de Clovis que le royaume est la propriété du roi. Donc, à sa mort, cette propriété est divisée en autant de fils que le roi a eu. Ce qu'il faut voir, c'est que on peut penser justement, et on a très longtemps interprété cette tradition franque comme un obstacle à la formation justement d'un royaume unifié et d'un État digne de ce nom, puisque à chaque décès, on partage le territoire. Mais il y a certains indices qui montrent que c'est pas tout à fait ça. Et notamment, les 4 fils de Clovis, qui ont hérité donc d'une partie de son royaume, ont établi leur capitale dans des villes qui étaient relativement proches géographiquement. Thierry à Reims, Clodomir à Orléans, Childebert à Paris et Clotaire à Soissons. Donc on est dans un rayon, vous voyez, à peu près de 200 km, disons. Ce qui fait que, par la force des choses, il y a une certaine unité du royaume des Francs qui va perdurer dans les esprits. Et même si elle n'est plus traduite concrètement dans les limites des royaumes, il y a l'idée qu'il y a un seul royaume des Francs. Et cette idée va grandir jusqu'à contribuer à former un royaume de France. Voilà pour les faits concernant l'époque de Clovis, et je vais vous parler maintenant, si on peut dire, de ce que j'appelais tout à l'heure la deuxième vie de Clovis, après sa mort. Comment a-t-il été considéré ?
ben on voit de loin en loin qu'au Moyen-Âge, à la Renaissance, jusqu'à la période moderne, Clovis est toujours considéré comme un personnage de grande importance dans l'histoire de France. Et cette figure de Clovis, elle est généralement considérée comme positive jusqu'au début du XIXe siècle. Et là, je vais vous parler des choses de manière un petit peu plus précise, parce que nous sommes encore héritiers, aujourd'hui, en 2022, des conceptions, des deux visions de Clovis qui se sont affrontées au XIXe et au début du XXe siècle. Et pour ça, j'ai trouvé des renseignements très intéressants dans un article de Christian Amalvi, que vous pouvez lire sur Internet. Ça a été publié dans la bibliothèque de l'école des Chartes en 1989. Et ça s'appelle justement « Le baptême de Clovis, heure et malheur d'un mythe fondateur de la France contemporaine, 1814-1914 ». Et pendant ce siècle, donc entre 1814 et 1914, il y a deux conceptions de Clovis donc, qui vont s'affronter, qui sont le miroir. Clovis devient une sorte de miroir des luttes politiques dans la France contemporaine. Quand, à la chute de Napoléon, avec le retour de Louis XVIII, c'est aussi quelque part le retour de Clovis, d'une certaine façon, en tout cas sur le devant de la scène de l'histoire de France. Et à la Restauration, donc, Clovis est exalté comme une figure éminente de l'alliance du trône et de l'autel. Voilà. Et donc une alliance entre le clergé de France et la monarchie. Et cette alliance, cette figure de Clovis, elle est portée à son apogée, même avec le sacre de Charles X. C'est le premier sacre dans la France post-révolutionnaire, et c'est pas un hasard. Il y a l'idée de renouer la chaîne des siècles, et donc de rappeler justement, d'évoquer Clovis à travers aussi ce sacre. Qui a conquis l'Algérie. Oui, mais Clovis n'a pas grand-chose à voir avec ça. Tout va, et ce retour aussi de Clovis sur le devant de la scène, il se traduit par un événement très concret. C'est le retour au culte de la basilique Sainte-Geneviève. Le Panthéon est dépanthéonisé, si on peut dire, et redevient un lieu de culte catholique. C'est un geste politique aussi très fort. Et malheureusement, il ne sera pas définitif, parce que vous allez le voir, le Panthéon va être tantôt laïcisé, tantôt recatholicisé, tantôt laïcisé, tantôt... C'est une sorte de partie voilà, d'un va-et-vient, parce qu'il y a un va-et-vient politique et idéologique derrière tout ça. Il y a un double plafond. C'est plutôt une partie de ping-pong, si vous me passez l'expression. Au Panthéon, il y a un double plafond. Ah oui, oui. En tout cas, sous la monarchie de Juillet, justement, Louis-Philippe repanthéonise le Panthéon. Donc plus de basilique Sainte-Geneviève, ça redevient le lieu d'exaltation des principes de 1789. Voilà. Alors Clovis, le Clovis, comme on le voyait sous la Restauration, le fondateur de l'alliance entre le trône et l'autel, s'appelait plus tellement à l'époque de Louis-Philippe. On se veut plutôt anticlérical. Mais Clovis, on le garde parce que on trouve que c'est quand même un moment. Son règne représente un moment fondateur dans l'histoire de France. Et c'est pas un hasard si, quand Louis-Philippe transforme le château de Versailles en musée, je cite, à toutes les gloires de la France, il détruit une partie des appartements princiers et crée ce qu'on appelle la galerie des batailles, avec différentes batailles justement qui sont censées illustrer les gloires militaires de la France. Et il fait représenter par le peintre Harry Scheffer la bataille de Tolbiac. Ouais. Et Clovis est représenté avec, entre deux personnages, un gallo-romain et un franc. C'est pas un hasard. La monarchie de Juillet, à l'époque de Louis-Philippe, on va mettre Clovis en avant comme le fondateur de la nation, celui qui réalise la fusion des peuples gallo-romains et des peuples francs, des peuples natifs et des peuples barbares qui avaient envahi le territoire de la Gaule. C'est comme ça qu'on considère Clovis à ce moment-là.
Et à cette époque, justement, la manière dont on considère Clovis dans le monde catholique va aussi changer. Et notamment par le biais d'un sermon qui a été prononcé à Notre-Dame de Paris en 1841 par le père Lacordaire, donc le restaurateur des dominicains en France, mais qui avait de bien plus mauvaises idées politiques en politique qu'en religion. Et notamment, dans ce sermon à Notre-Dame, en 1841, c'est le père Lacordaire qui va populariser l'expression de France, fille aînée de l'Église. Et là, je me suis planté. La France, fille aînée de l'Église, c'est une expression qu'on a l'habitude d'entendre, mais c'est une expression qui, on s'en rend pas toujours bien compte, mais qui manifeste en fait un glissement révolutionnaire. Avant la Révolution, il n'y avait pas de fille aînée de l'Église. Il y avait un fils aîné de l'Église. Et c'était le roi de France. Mais Lacordaire, alors c'est pas lui qui est l'inventeur de l'expression, mais il va la populariser, en parlant de France, fille aînée de l'Église, eh bien on fait glisser en fait la souveraineté du roi vers la nation. La nation qui est considérée comme une entité autonome et qui existe indépendamment notamment du roi en France. Voilà. Et ça, eh bien, c'est tout simplement une introduction des principes de 1789 dans un discours dans le monde catholique. Voilà. C'était un dominicain, Lacordaire. Lacordaire, c'était un dominicain, effectivement. Et c'est d'une certaine façon, cette formule popularisée par Lacordaire, elle sert en fait à légitimer le transfert de souveraineté, donc du roi à la nation. Transfert qui est éminemment révolutionnaire, parce que la nation, aucune nation n'existe par elle-même. Elle est forcément le fruit d'une action politique, et d'un pouvoir politique qui est préexistant. Et en 1851, donc 10 ans après ce sermon à Notre-Dame, on a changé de régime, on est sous la Deuxième République, et le président s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Vous le connaissez certainement, peut-être un petit peu mieux, sous le nom de Napoléon III. Ça, c'était l'année suivante. Napoléon mon pays, il était en taux là. Voilà. Dès le 6 décembre 1851, en fait, Louis-Napoléon Bonaparte restitue le Panthéon à Sainte-Geneviève. Voilà. Deuxième catholicisation. Recatholicisation plutôt du Panthéon. Et quelques années plus tard, en 1858, on consacre à Paris une église toute neuve, dans un quartier tout neuf, et cette église est placée sous le vocable de Sainte-Clotilde. Et l'abbé Pérève, à ce moment-là, prononce le sermon lors de la cérémonie de consécration. Et eh bien, il est malheureusement, cet abbé Pérève, dans la continuité de Lacordaire, et il essaye dans son sermon d'établir la synthèse entre Clovis, Sainte-Jeanne d'Arc, etc. Et jusqu'à, je cite, le grand mouvement moderne. Donc vous comprenez, 1789. Pour lui, là encore, on est dans la logique à toutes les gloires de la France, toutes, y compris les révolutionnaires. Et cette conception donc va marquer durablement, malheureusement, la vision catholique. À cette époque, on commence à voir, sous le Second Empire, on commence à voir en fait apparaître une deuxième vision beaucoup plus noire et négative de Clovis. Et cette vision, elle vient des libéraux et des républicains, qui sont généralement anticléricaux. Et parmi eux, il y a le romancier célèbre Eugène Sue, qui a écrit un ouvrage qui s'appelait Les Mystères, alors non pas de Paris, mais Les Mystères du Peuple. C'est un ouvrage qui était interdit de publication sous le Second Empire, et qui a circulé en fait sous le manteau jusqu'à l'avènement de la Troisième République. Et pour lui, eh bien, Clovis, ce n'est rien d'autre qu'un assassin. Voilà, parce qu'il a commandité des meurtres, y compris de membres de sa famille. Donc c'est l'illustration, Clovis, non pas des bienfaits de l'alliance du trône et de l'autel, mais des méfaits de l'alliance du sabre et du goupillon. Voilà. Et donc la preuve que ben voilà, les rois et les prêtres s'allient toujours, sont toujours ensemble pour opprimer le peuple. Voilà. Et ça, c'est de la vision de ces républicains du Second Empire, et malheureusement elle ne va que se développer
notamment avec l'arrivée des Républicains au pouvoir en 1879. Et à ce moment-là, d'ailleurs, Clovis donc est considéré par ces républicains comme un criminel dont on ne doit surtout pas parler. On va l'évacuer de l'histoire de France et on va essayer de mettre à la place Vercingétorix. Pourquoi? Parce que Vercingétorix, c'est avant Clovis, donc c'est pour montrer que la France ne commence pas en 496, mais bien plus ancienne. Et surtout, Vercingétorix, c'est un païen, ce n'est pas un converti. Donc c'est mieux, c'est beaucoup mieux. On ne sait pas beaucoup plus de choses sur Vercingétorix, mais en tout cas ce n'est pas un héros de la France catholique et monarchique, donc ça convient très bien aux républicains de cette Troisième République débutante. Et à ce moment-là, d'ailleurs, chez les catholiques, Clovis devient une figure un petit peu du désespoir, dans le sens où avec la mort du comte de Chambord en 1883, eh bien, beaucoup de catholiques qui avaient espéré un règne réparateur et presque magique, qu'allait effacer la France révolutionnaire, ce rêve tombe. Et chez certains catholiques, ça les plonge dans une sorte de désespoir politique. Et donc, Clovis va tomber un petit peu en sommeil pendant quelques années, si je puis dire, enfin son image. Mais cette image de Clovis, elle va être revivifiée par les nationalistes de la fin du XIXe siècle. Parce qu'à ce moment-là, dans la toute fin du XIXe siècle, le nationalisme passe de la gauche à la droite, politiquement. Et oui, c'était les gens de gauche qui étaient plutôt nationalistes jusque dans les années 1880. Et là, le nationalisme passe plutôt à droite et il va faire une sorte de nouvelle vision de Clovis. Alors, on garde le Clovis symbole de l'alliance entre l'Église et la monarchie, mais on est un petit peu gêné, notamment chez les Maurrassiens. Pourquoi? Parce que Clovis, c'est un Germain, c'est-à-dire un ancêtre des Allemands. Et comme les Allemands sont la pire chose qui existe sur Terre, chez les Maurrassiens, eh bien on est un petit peu gêné quand même avec ce Clovis, voilà, un peu germain. C'est pas la figure qu'on préfère. Mais c'est dans ce contexte, en tout cas, que prend place un événement qui a lieu en 1896, qui est le Jubilé national. Et on commémore en fait le baptême de Clovis. C'est les 1400e anniversaire du baptême de Clovis. Et à ce moment-là, en 1896, on est juste quelques années après l'encyclique du pape Léon XIII sur le ralliement, qui prône le ralliement des catholiques à la République. Et le cardinal, justement archevêque de Reims, propose aux fidèles le ralliement comme une adaptation des catholiques au nouveau contexte. C'est-à-dire, il dit en somme, du temps de Clovis, eh bien, les évêques sont passés aux barbares, en quelque sorte, ils ont abandonné les Gallo-Romains qui finissent, c'était un monde finissant, ils se sont adaptés au monde nouveau qui était représenté par ces barbares. Eh bien, aujourd'hui, en 1896, les catholiques doivent faire la même chose, ils doivent abandonner la France monarchique qui est quelque chose de très beau, mais quelque chose d'usé qui ne reviendra pas. Donc, il faut s'adapter à la République. Ça a suscité au contraire beaucoup de protestations, mais en tout cas, ça montre à quel point la mentalité catholique, justement, la vision des catholiques, la vision de Clovis qu'avaient les catholiques, pardon, avait évolué et malheureusement pas dans le bon sens. Et ce qui fait qu'à l'orée du XXe siècle, la figure de Clovis va retomber un petit peu en sommeil. Notamment chez les catholiques, sauf à Rome. Voilà, Clovis va être ressuscité, notamment 2 fois par, on peut dire, le Vatican. Déjà dans le discours du cardinal Pacelli en 1937 à Notre-Dame de Paris, où il va parler, comme d'ailleurs aussi parlera plus tard le pape Jean-Paul II en 1980. Et tous les deux vont parler de la France, fille aînée de l'Église. Et malheureusement, nous n'en sommes pas encore tout à fait sortis de cette notion. J'espère avoir su vous montrer qu'elle était franchement pas très orthodoxe, si je puis dire.
En guise de conclusion, comment considérer finalement aujourd'hui cette figure de Clovis, ce roi Clovis, en tant que légitimiste? En tant que légitimiste, justement, nous sommes héritiers, par la force des choses, de la vision qu'en ont eu les catholiques et les monarchistes du début du XIXe siècle. Pour nous, Clovis, c'est d'abord le roi qui a instauré l'alliance du trône et de l'autel. Et c'est d'ailleurs, c'est essentiellement ce qu'il faut en retenir d'un point de vue légitimiste. D'une manière générale, c'est d'ailleurs la chose qui est la plus assurée, on peut dire, notamment cette vision, c'est la vision qui est la plus conforme à la vérité historique et au principe de la légitimité. Mais concernant tout ce qui vient de dire, tout ce qui vient d'être dit, c'est ces visions opposées, souvent exagérées. Que retenir de Clovis au-delà de l'alliance du trône et de l'autel? Notamment les meurtres mentionnés par Grégoire de Tours. On ne peut pas les ignorer. Les catholiques du XIXe siècle ont eu tendance, si vous me passez l'expression, à les glisser sous le tapis, ou à dire que ce n'était pas vrai. Mais si vous remettez en question Grégoire de Tours, on ne peut pas faire le tri dans Grégoire de Tours. A priori, Clovis a fait tuer, ou a tué lui-même, un certain nombre de personnes, dans ses rivaux. Qu'est-ce qu'il faut en retenir? Comment le comprendre aujourd'hui? Eh bien, peut-être tout simplement que Clovis n'est pas un saint. Voilà. Clovis ne figure pas au martyrologe, et Clovis, donc, même si c'est une grande figure du point de vue politique, religieux et légitimiste, eh bien ce n'est pas un saint. Et Clovis a reçu le baptême, mais il n'a pas reçu ipso facto toute la doctrine catholique. Et il était de culture païenne, et par certains aspects, il est resté proche, trop proche sans doute, de cette culture jusqu'à la fin de sa vie. C'est un fait, et on ne peut que le constater. Et comme je le disais au début, il faut pas oublier quand même que pour certains de ces meurtres, ce que les républicains du XIXe siècle ont considéré comme des meurtres, on pourrait plutôt y voir le fait que le roi aussi était premier justicier. Dans certains cas, il semble que Clovis ait assassiné avant de se faire assassiner. Donc, et en tant que roi, il est premier justicier, et c'est à lui donc aussi d'arbitrer ce genre d'affaires. On peut penser comme autre précédent historique, beaucoup plus près de nous, l'assassinat du duc de Guise. Voilà, le duc de Guise était dans un état de rébellion contre l'autorité royale, et Henri III n'a certainement pas commis une injustice d'un point de vue moral en l'assassinant. Peut-être, je ne suis pas dans la conscience d'Henri III, hein, non plus, je ne sonde pas au VIe siècle, je ne sonde pas au XVIe non plus. Mais après, c'était peut-être un manque de prudence politique, ça c'est encore autre chose. Mais le roi est quand même premier justicier en droit. Ensuite, par rapport, le baptême de Clovis, c'est le point de départ éminent et évident de la France monarchique et catholique, les deux ensemble. Mais ce n'est pas le point de départ de l'histoire de France. L'histoire, on pourrait dire, du territoire de la France et de ses habitants. Donc, les républicains avaient sorti Vercingétorix pour en faire un contre-Clovis, en quelque sorte, et notamment en mettant en avant le fait qu'il y avait déjà une histoire de France à ce moment-là. On ne peut pas leur donner complètement tort uniquement sur cet aspect-là. L'histoire de France ne commence pas avec Clovis, comme elle ne commence évidemment pas en 1789. Et enfin, dernier point, contre l'esprit libéral et nationaliste, il faut rappeler que le baptême de Clovis marque l'apparition du roi en tant que fils aîné de l'Église, et qu'il n'est pas le baptême de la nation. Il n'y a pas de fille aînée de l'Église, il y a bien par contre un fils aîné de l'Église, qui aujourd'hui est le roi Louis XX. Et je vous remercie, mesdames, messieurs, pour votre attention. C'est nous qui vous remercions. Oui. Voilà, s'il y a des questions, monsieur va pouvoir passer le téléphone. Le téléphone. Oui,
Le micro déjà. Mais je suis au bout de la ligne de toute façon. Moi j'en ai 3 questions. Il faut commencer par une. J'ai appris beaucoup de choses dans votre exposé merveilleux. Merci. Par contre, vous avez parlé de Napoléon III qui avait rechristianisé le Panthéon. Oui. Il ne faut pas oublier qu'à Solferino, en 1864, il a été victorieux en Italie et c'est lui qui nommait les évêques. Oui. Bon. Deuxième point, MacMahon. C'était un catholique irlandais. C'est lui qui a imposé les 3 couleurs à Henri V. Il les a refusées, heureusement. Un catholique irlandais, bourguignon d'une famille bourguignonne depuis un petit siècle à ce moment-là. Oui, enfin, si. il a quand même obligé Henri V à accepter les 3 couleurs qu'il a refusées. Comme beaucoup d'orléanistes et de légitimistes, il y a eu une grosse pression à ce moment-là, même de beaucoup de légitimistes. Alors après, il y a l'histoire d'Henri III qui était anti-Guise. Oui. Mais c'est justement l'époque où, sous Henri III, le tombeau de Clément V, qui était le prélat sous Philippe le Bel, oui, qui était le petit-fils de Saint-Louis, qui a supprimé les Templiers un vendredi 13 octobre. Et le tombeau de Clément V, de 1314, a été détruit en 1577 par des calvinistes sous Henri III. Oui. Oui, ben c'est ça mon histoire de France, comme ça je la comprends. D'accord. Parce qu'Henri III a imposé Henri IV au 22e degré. Bon. Pourtant pour Vendôme, il y a tout un sac de nœuds avec la généalogie royale. Monsieur conteste Henri IV. Ah, monsieur conteste Henri IV. Ah ben... Il a renié 3 fois, ou 4 fois. Ou même 3, 5 ou 6. Ah oui, encore mieux. Oui, mais il était l'héritier d'après les lois fondamentales. Ça vous donne pas un brevet de sainteté, ni un brevet d'impeccabilité, mais... Il n'a pas été sacré à Reims. Il a été sacré à ça. Il n'a jamais accepté la communion, comme les protestants. Il n'a jamais accepté l'hostie Henri IV. Ah bon? Vous avez été présent à chaque dimanche au Louvre. Mais dites-moi le contraire, lisez ce que vous voulez. Moi, je suis convaincu de ça. Vous pouvez me convaincre d'autre chose. Mais pour moi, Henri IV, c'était là. Après, d'ailleurs, il s'est remarié avec Marie de Médicis pour enfouir les caisses de l'État, qui était dans un état lamentable. Et à sa mort, c'était pareil. Ce qui fait que c'est Marie de Médicis, qui était la veuve d'Henri IV, qui était une duchesse de Toscane très riche, qui a amené un pognon fou, puis qui a une éducation raffinée. Alors qu'Henri IV, il puait là, il a été élevé avec des bûcherons, enfin c'était un baroudeur de la campagne, il faisait des petits partout, bref. Et Henri IV, on peut quand même pas dire que Marie de Médicis, c'est elle par contre, qui a recruté Richelieu, et Richelieu était cardinal. Et ensuite il a été chercher Mazarin, qui a refusé la prêtrise en Espagne. Mazarin a refusé la prêtrise. Un cardinal n'est pas nécessairement prêtre. Oui, enfin, et Mazarin était le parrain de Louis XIV, et donc c'est à cette époque de Louis XIV où son neveu, donc le fils de son frère, Philippe d'Orléans, était le parrain de Louis XV, et c'était la fin de la monarchie. Et Chateaubriand et Maupoux avaient vu que la monarchie était foutue en France. Moi je l'analyse comme ça. Et pour qu'il y ait un retour avec Louvain, moi je veux bien. Mais il y a un problème avec l'Espagne. Parce que Philippe V, qui était le petit-fils de Louis XIV, n'était pas trop la tasse de thé des Espagnols. Hein. Ça n'empêche qu'il était le roi. Oui, c'est impossible. Enfin. Les rois sont pas toujours populaires, Non, je dis pas. Mais le droit n'est pas proportionnel à la popularité, heureusement d'ailleurs. J'en viens au fait que notre République est issue d'une trahison dynastique Bourbon d'Orléans. Là, on ne peut pas en sortir. Alors après, c'est d'un calcul politique orléaniste en l'occurrence. Ah, mais très mauvais. Ah oui, très, oui. Bon, la plupart des calculs politiques orléanistes n'ont pas vraiment porté de bons fruits à long terme. C'est le problème. Voilà. Et Clovis est-ce qu'il avait des frères? Il avait 2 sœurs, d'accord? Vous l'avez dit. Et il n'avait pas de frères ou... Apparemment non. Apparemment on connaît que 2 sœurs.
Ah, il tuait que des hommes, hein, semble-t-il. Voilà. Il faisait tuer que des rivaux, voilà. Voilà. Ben, disons que c'est en fonction de l'importance politique. La géopolitique. Oui. La géopolitique, tout à l'heure. C'est l'économie et la religion. Il y a rien de changé. Voilà, ce que votre exposé était très intéressant. Merci. Il laisse juste sur sa fin dans la mesure où vous décrivez un Clovis assassin. Ceci dit, ça se faisait couramment partout, et même aujourd'hui. Est-ce que vous avez une idée de qui était Sainte Clotilde, qui était quand même sa femme, qui elle a été canonière, qui aurait peut-être pu enrichir un peu la vision qu'on a du personnage? Sainte Clotilde a eu manifestement l'importance, a eu réellement l'importance qu'on lui connaît. Ça, c'est indéniable. C'est Saint-Rémy. Mais merci beaucoup. Qui lui a foutu la... Oui, voilà, on m'entend. Sainte Clotilde, je disais, a eu manifestement, historiquement, l'importance qu'on lui connaît. Maintenant, je crois que vous avez dit l'essentiel. Nous sommes tout à fait d'accord. Il y a là, pour le coup, sur cette pratique du meurtre politique, on peut dire. C'est juste quelque chose de courant à cette époque-là. Voilà. Donc il y a, comme je disais, il y a aussi tout le poids d'une culture. Quelqu'un qui est baptisé reçoit le Saint-Esprit, mais ne perd pas pour autant sa culture d'origine, si je puis dire. Ça, c'est de l'ordre de la nature, hein, de l'ordre naturel, je veux dire. Donc Clovis baptisé adulte ne devient pas un saint ipso facto, vous voyez ce que je veux dire. Ça n'empêche que, justement, j'y réfléchissais ces jours en préparant la conférence, et je me disais, Clovis, on peut le voir d'une certaine manière, on peut faire un parallèle en tout cas avec Charles VII. Charles VII, dans l'histoire de France, c'est pas le plus glorieux de nos rois. C'est pas le meilleur. C'est celui qui introduit une maîtresse officielle à la cour de France. Question morale, c'est pas terrible quand même. Et pourtant, c'est le roi qui a été cautionné par la Providence, par le biais de Sainte Jeanne d'Arc. Dieu qui sait tout, savait qui était, il connaît. Là, Dieu sonde les reins et les cœurs. Il savait qui était Charles VII, même ce qu'il allait faire à l'avenir, puisque Dieu sait tout. Et pourtant, il l'a cautionné. Parce qu'il a cautionné à travers Charles VII, même à travers un roi médiocre, disons, il a cautionné l'institution politique de la monarchie française. Parce que c'était Charles VII qui était désigné par les rois fondamentaux, et pas un autre. Clovis, on peut le voir un petit peu comme ça. Clovis, il a été l'instrument de la Providence, on peut dire, en tant que justement instaurateur de l'alliance du trône et de l'autel, dans un contexte précis que notamment analysent pas trop mal, on va dire, les historiens même d'aujourd'hui. Même si eux voient son rasemote, on va dire, ils ont un regard, ils ont une formation positiviste, ils voient que les faits et les questions surnaturelles, c'est interdit de se pencher dessus en tant que scientifique. Donc, ils peuvent pas aller plus loin. Mais même ça, ils arrivent à le voir. Nous, on le voit en plus avec cet œil, justement aussi, du surnaturel. Et on peut voir que Clovis, justement, avec l'aide de Sainte Clotilde, qui est aussi un instrument providentiel, ça c'est incontestable, Clovis est l'inaugurateur de la figure, la première figure de roi de France, si on peut dire, catholique. L'instaurateur de cette alliance du trône et de l'autel. Et cette alliance, elle a d'ailleurs, semble-t-il, plutôt bien fonctionné, même d'un point de vue politique, avec ce que je vous ai dit sur le concile d'Orléans, par exemple, l'aide que Clovis a apportée concrètement à l'Église, avec un grand E, et aux différents évêchés, c'est des choses, si
si vous voulez, ces meurtres, ça choque forcément un petit peu la mentalité contemporaine. Après, je pense qu'il ne faut pas non plus se cristalliser dessus, comme l'ont fait les Républicains. Les Républicains du 19e l'ont fait parce que c'était un instrument de lutte. Donc Clovis, c'était tellement facile de le ravaler au rang d'un criminel et de dire ah mais voyez ce genre de personnage, c'est à ça que vous voulez, c'est à ça que les gens de droite veulent nous ramener aux oppresseurs du peuple. Et l'exagérer n'est pas mentir, c'est se faire comprendre. Et donc voilà, Clovis, c'est quelqu'un qui commet des assassinats politiques, mais c'est quelqu'un aussi qui fait du bien et qui a fait un bien tangible et qui a surtout inauguré une alliance du trône et de l'autel profitable pour les deux. Et je pense que c'est surtout ce qu'on doit en retenir en tant que légitimiste. Et je vous prie de m'excuser si j'ai pas suffisamment insisté. Vous disiez que ma conférence a laissé un petit goût, peut-être un goût amer. Voilà, je suis désolé si j'ai pas assez insisté sur ce point. Vous avez expliqué la réalité. Je pense qu'il faut, voilà, il faut s'en tenir aux faits. Les faits sont pas toujours ni agréables ni reluisants. Parce que aussi les grandes figures, justement, les grandes figures sont pas grandes forcément par tous leurs aspects. Surtout dans l'ordre de l'histoire, qui est un ordre aussi strictement naturel. Je parle pas des saints. Là, les saints du ciel, c'est encore autre chose. Mais voilà, Clovis a des aspects qui nous choquent aujourd'hui, avec un regard aussi d'aujourd'hui. Mais c'est quand même, et ça reste, une très grande figure de la France catholique et monarchique. Merci. Oui, on a évoqué que les Républicains pointaient du doigt que Clovis était un assassin. C'est un peu fort de café. Quand on sait qu'à la Révolution française, avec les terreurs, ils ont massacré des centaines de milliers de personnes, sans parler du génocide vendéen. On parle d'Auschwitz. Actuellement, on tue 250 enfants par an, Voilà. légalement. Et remboursé. Et remboursé par la remboursé. Au nom de la vertu. Il n'y a pas de souci. Clovis, il me semble qu'en fait c'est Louis. Oui, étymologiquement, les mots du francique, l'évolution de la langue, étymologiquement le prénom Louis se rattache aussi aux mêmes racines que Clovis. Parce qu'en fait il suffit d'enlever le C. Si vous enlevez le C de Clovis, ça fait Lovis, et le V est égal au U, donc ça fait Louis. Oui, c'est très juste. C'est très juste. Le père de Clovis, C'était Childéric, Childéric ou Chilpéric. Attendez, je reprends mes notes. Oui, c'est ça, c'est Childéric. Et Mérové alors. Childéric Ier. Les rois mérovingiens, donc Mérové. On est encore Mérové, on est encore au moins. Je crois que c'était le grand-père de Clovis, si je me trompe pas. Ça vient de là la dynastie. Voilà. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est un Germain. Et ce sont des Germains. Voilà. Et Charlemagne est germain. Mais oui. Ah bah. Même les Capétiens. Mais oui. Voilà. Charlemagne est né au nord de l'Italie, mais après c'était le. Il est né au nord de l'Italie, Charlemagne. Honnêtement, je me rappelle plus. Mais si vous voulez une conférence sur Charlemagne l'année prochaine, là, je pourrais vous répondre. Moi, il y en a même que j'aimais bien comme roi, c'était Louis XI, qui était le fils de Charles VII. Et Charles VII, c'est sa mère qui a donné chercher Jeanne d'Arc, c'est pas lui. En tant que bourguignon, Louis XI, c'est pas mon préféré. Ça, je vous l'accorde. Mais enfin, il avait vu clair parce qu'il avait compris qu'il n'aimait pas Louis XII, qui était un Valois-Orléans, et c'est là où l'Occident virait du côté du terre. Oui, enfin pour la France, c'est quand même. Louis XII s'est marié avec la veuve de Charles VIII, le premier d'enfant. Oui. Et Anne de Bretagne,
elle a eu une fille Claude, Oui. avec Louis XII, Oui. qui a été promise à un Habsbourg. Oui, Or, il l'a mariée à François Ier, Oui. qui était un Valois Orléans-Angoulême. oui, Et c'est là où Luther est rentré en Occident parce que Charles Quint ne l'a pas arrêté à Worms. Tout ça, c'est lié. Hein. Pour moi, la décadence de l'Occident a viré au XVIe siècle. Moi, j'en reviens tout à ça. ah bah oui, ça c'est l'avènement de la modernité philosophique, c'est à partir du XVIe Il y siècle, avait un oui. très bon bouquin d'Alain Pascal, La Renaissance, c'est imposture. C'est un très bon bouquin sur là-dessus. Oui, attention Alain Pascal. Vous avez dit, ah, mais c'est un gars du Front National. C'est pas ça le regarde, mais c'est surtout il a viré ça. Alain Pascal avait écrit un ouvrage qui s'appelait La trahison des initiés, dans lequel il opposait une bonne franc-maçonnerie à une mauvaise. Et Alain Pascal, a vérifié, mais si je ne m'abuse, a dû traîner ses basques du côté du Grèce. Aïe, aïe, aïe. Donc attention. Il faut étudier tout ça de près. Eh oui. Parce que le jour, on nous a cité De Maistre. De Maistre, c'était franc-maçon. Oui. Ah ben, on nous a cité De Maistre. Oui. Donc, faut bien. Il vaut mieux savoir à qui on a affaire, même à travers du papier. Il faut bien décortiquer tout ça. Oui. C'est important. S'il y a une conférence à faire chaque année pour chacun des rois de France, ça va nous occuper quand même quelques dizaines d'années. On en a pour une cinquantaine d'années, je crois. Quelqu'un d'autre? J'aurai 90 ans quand même. Alors, je vais marquer du Grèce. Alors, récent. Ah oui. Je vais faire des raccourcis. Un groupe païen, une Grèce païen. Hein. Et la mère de Charles VII, le traité de bâtard. Oui. Et ben, vous voyez, Dieu savait ce qu'il en était, lui. Mais c'est le patron de Radio Courtoisie, il en était. Hein. Ah, mais ça, il y a Quelqu'un d'autre des questions? Ouais. Ah oui. Il était... Est-ce qu'il y a encore des questions? On vous remercie. Eh bien, c'est moi qui vous remercie encore de votre attention. Merci beaucoup et vive le roi.